An est ma confidente et ma grande amie, poursuit-il. Et Pierrick me raconte encore sa passion pour les vaches et se souvient de l'effroi qu'il avait éprouvé lors de vacances en Espagne où ses parents l'avaient emmené l'été de ses 4 ans. Il découvrait le soleil ardent et les plages catalanes. Un soir, à l'hôtel, harassé par une journée brûlante, alors qu'il jouait dans la chambre, en passant devant le poste de télévision, il vit le père de Han lardé de piques et ruisselant de sang. Il hurla et en sanglotant se cacha sous les draps, la vachette serrée contre lui. Dans la totale incompréhension et ignorance du sort réservé dans ce pays à certains taureaux, il était surtout inquiet par les dangers encourus par Han. Ses parents, émus, avaient tenté de le rassurer car sa vachette n'était pas un taureau et lui avaient expliqué la nature des images entrevues. Il lui avait vanté le courage du matador qui affronte une montagne de muscles incontrôlables. Mais Pierrick pleurait à chaudes larmes. Son soulagement fut grand quand il revint dans la ferme familiale. Ses parents se consacraient à l'élevage de vaches laitières, alors bien sûr des veaux. Il en avait vu naître beaucoup, nourris quelque temps sous leur mère avant de quitter la ferme. Il avait questionné ses parents sur leur devenir. Ils partent en colonie de vacances, ils reviendront quand ils seront grands, avait expliqué le père. Mais le retour escompté avait tardé, différé de semaine en semaine, jusqu'au silence embarrassé du père. Alors, il avait compris, peiné, que le lait ne constituait pas la seule source de revenus de la ferme. Pour signifier sa révolte intérieure, il refusait tous les plats contenant du veau, du bœuf, et par chance en Normandie, le saucisson et la gardiane de taureau sont rares. Je raconte à ma mère le traumatisme qui a frappé Pierrick devant les images espagnoles et son amour des bovidés. Ces spectacles finissent en boucherie, soupire-t-elle, et tout ce sang, cette souffrance, comment les justifier? Et quant à ce lien du sang, invoqué par les passionnés pour défendre ces barbaries, si un tel lien existait, il serait de même nature que ceux entretenus par la victime et son bourreau. Et là, en l'occurrence, la victime est un animal, incapable de l'établir. De plus, la surprise, l'incompréhension, la panique et enfin la folie doit envahir son esprit. Dans cette urgence, il veut seulement se battre jusqu'au bout, dans l'espoir insensé de vaincre. Son combat acharné est dicté par l'instinct de survie et ignore les plans et les calculs. Il veut seulement vivre, retrouver son champ de verdure. Son grand malheur est d'appartenir à la race des taureaux des Lydia, désignés comme taureaux d'arène, au funeste destin. Mais sa présence, incongrue, dans un tel lieu, est une aberration, une ignominie, imposée par des hommes qui l'ont contraint et qui exulteront quand son sang ruissellera, quand son existence se réduira à un trophée brandi dans la main sanguinolente du matador. 2 oreilles et une queue. Ma mère évoque avec émotion l'histoire véridique de ce toréador qui, bouleversé par la tristesse de l'animal agonisant, tombe à genoux devant celui-ci, puis quitte l'arène, et par la suite renonce à son métier et devient même un opposant à la corrida. Vois-tu, dans les yeux du taureau, il a lu tout le désespoir d'un être assassiné, et tout à coup, ce meurtre qu'il venait de commettre s'est révélé insoutenable. Alors, il a imploré le pardon de l'animal, et pour se racheter, et aller jusqu'au bout de la rédemption, il a rejoint les opposants à la corrida. Il se devait une cohérence totale pour pouvoir enfin se pardonner lui-même. Dans un de ses livres, 41 coups de canon, Moyane relate une scène similaire qui se déroule en Chine, dans un abattoir.
Un boucher est sur le point d'égorger une vache. Mais celle-ci tombe à genoux et se met à verser des larmes. Le boucher reconnaît alors dans l'animal la réincarnation de sa mère, morte. Alors il l'épargne et l'amène partout en lui parlant tendrement et en prenant soin d'elle comme de sa mère. Imagine un extraterrestre en visite sur la terre de Montaigne, de Rousseau, de Voltaire, sur la planète des humanistes et des philosophes des Lumières. Il vient de Vénus, planète de la beauté, de la douceur, de l'harmonie et de l'art. En visite sur notre terre, il pénétrerait par inadvertance et innocemment dans une arène un jour de corrida. Réjoui d'assister à un si beau spectacle, il se féliciterait de sa présence dans un tel lieu, il contemplerait émerveillé les chevaux, leur harnachement de fête, les costumes des picadors, les belles spectatrices, puis le toréador paré de son costume de lumière. Puis, surpris, il verrait enfin entrer le taureau en furie, comme un élément incongru dans le décor, propulsé dans l'arène, coupé de son environnement familier et rassurant, pour le plaisir de quelques hommes. Il assisterait au spectacle singulier de l'homme, se mesurant à l'animal. Il saluerait son courage et remarquerait même le curieux chapeau du toréador et songerait. C'est pour s'identifier à l'animal, pour mieux lui ressembler. Un taureau symbolique qui combat la montagne de muscles d'un taureau véritable. Est-ce l'homme qui s'abaisse au rang de l'animal, ou est-ce le taureau qui s'élève à celui de l'homme? Il contemplerait ébloui le spectacle de ces deux hommes, ou de ces deux animaux qui combattent, et se sentirait enivré par la chaleur, la musique, les cris, les parfums mêlés, les odeurs des corps moites, puis hésitants, tardant à comprendre les finalités de ce combat, sans nul doute inégal. Et, dans un sursaut, il saurait jusqu'où le jeu peut aller. Alors, la fascination du public le sidérerait et l'interpellerait. Médusé, nauséeux, il assisterait le cœur serré à la torture de l'animal et à sa capitulation quand celui-ci prend conscience de l'issue inéluctable du combat, de son impuissance, et se laisse achever pour abréger ses souffrances, pour en finir enfin avec ce jeu de dupes auquel il a été contraint de participer et dont il est l'unique victime. Il éprouverait soudain le désespoir et la honte de se trouver dans un tel lieu, consterné par ce public complaisant face à un spectacle indigne de l'humanité. Et cette musique, d'abord pour tromper, pour donner une dimension ludique et presque enfantine à un jeu cruel où l'animal devient une figurine dont le toréador se joue. Cette musique, pour nier la vie, alléger la progression vers le meurtre consenti et enflammer les esprits, pour exciter, pour propulser les âmes dans la dimension de la boucherie et de la barbarie acclamée. Cette musique, si elle s'arrêtait, et si soudain la valse triste de Oscar Nedbal résonnait, cette valse qui évoque la douleur, le désespoir, l'incompréhension et la mort lente et poignante de l'animal sacrifié. Cette musique, dans l'arène, qui supplanterait l'autre pour rappeler que le taureau est un être vivant, alors peut-être le temps, les gestes ralentiraient, le toréador suspendrait tout mouvement, le public retiendrait son souffle, les yeux soudain embués, et les notes de cette valse deviendraient les barreaux d'une échelle que l'animal gravirait pour s'élancer vers le ciel, vers un lieu dépourvu de menaces et propice à la réconciliation avec des hommes devenus plus humains. Alors, il en oublierait les trahisons de tous les autres. Et puis, les spectateurs s'interrogeraient sur la nature de cette nouvelle émotion ressentie. Ils y découvriraient peut-être des sentiments inconnus, jusqu'alors, comme de la compassion, et puis surtout une impression de malaise
qu'ils finiraient par identifier comme de la culpabilité, les envahirait et ébranlerait peu à peu leurs convictions. Alors ils se détourneraient de ces lieux de fausse culture remplis de souffrance. Matador est un mot dérivé du verbe espagnol matar, qui signifie tuer.